Bonjour à tous. Donc, voilà, moi je suis Elsa Champé, je fais partie du pôle numérique avec mes collègues qui sont ici pour me soutenir également. Et aujourd'hui, on va vous présenter une étude qui paraît chaque année, en fait, qui est le baromètre du numérique. Donc pour cette année, c'est paru au mois de mars 2025. Donc on a eu cette nouvelle étude qui a été publiée par le CREDOC. Donc le CREDOC, c'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et cette étude, chaque année, elle est commandée par plusieurs organismes. Notamment, alors l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques, etc. L'ARCOM, autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et a été commandée aussi par le ministère de l'économie et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Voilà. Cette étude, et c'est là que je vais commencer à partager mon écran. Donc, cette étude, elle est disponible. Voilà, c'est pas ça que je voulais montrer justement. Elle est disponible sur le site. Il y aura plusieurs endroits, mais voilà, notamment sur le site de l'ARCEP où vous avez une petite présentation. Voilà, paru au mois de mars. Après, il faut un petit résumé qui est pas mal, qui va peut-être correspondre sur certains points à ce que je vais vous dire. Et tout en bas de page, ici, vous allez retrouver l'étude complète, alors qui fait pas mal de pages, hein, voilà, mais qui est intéressante à consulter pour avoir vraiment les données dans les détails. Vous avez le communiqué de presse, l'infographie aussi qui est pas mal, qui reprend vraiment les principaux, ça ressemble à ça, hein, c'est flouté, voilà. Les principaux chiffres et données intéressantes de cette étude. Et puis après, vous avez d'autres choses aussi en libre service. Et hop, si je remonte sur la page ici, vous avez les précédentes études aussi pour, si besoin, reprendre un petit peu l'historique. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit résumé de cette étude. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser au fur et à mesure. Comme ça, on peut essayer d'y répondre. Voilà. Alors, le baromètre du numérique, il est composé de plusieurs parties, hein, parce que c'est vraiment un gros document. Donc, il est organisé en plusieurs parties et la première de ces parties, c'est d'étudier l'équipement des personnes, c'est-à-dire de quel matériel est-ce que les personnes sont équipées ou de quel type de connexion Internet, par exemple. Euh, donc tout ça, c'est intéressant à connaître. Je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais pour les bibliothèques, c'est assez intéressant d'avoir un petit peu comme ça des notions sur les tendances, sur les usages de ce qui se passe, parce que ça nous permet, nous aussi, de pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a dans l'air du temps et de pouvoir aussi parfois ajuster un petit peu nos pratiques, nos propositions pour nos publics. Alors, sur l'équipement, la première des questions qui est posée, en fait, c'est historiquement, presque tout le monde était équipé d'un téléphone fixe. Et la question de savoir qui est encore équipé de téléphone fixe est posée. Et on se rend compte que c'est un équipement qui décline petit à petit chez les personnes, chez les Français. Alors, les questions sont posées en général à partir de, enfin, à l'ensemble de la population à partir de 12 ans.
Voilà, je précise cette chose-là, ce petit détail. Donc là, on voit vraiment que ben, petit à petit, l'équipement en téléphone fixe décline même un petit peu plus rapidement sur les dernières années. Il décline notamment plus auprès des jeunes hein, qui sont beaucoup moins équipés de ce type d'appareil sur les tranches 18-24 et 25-39. Hop, je passe à la suite. Alors évidemment, bah, si un usage décline, il y en a un autre qui est lui toujours en augmentation, c'est le taux d'équipement en téléphone mobile, que ce soit un téléphone classique ou un smartphone. C'est un téléphone classique, c'est-à-dire les petits téléphones qu'on avait encore il y a quelques années, hein, qui n'étaient pas des smartphones. Donc là, on voit que c'est bien en progression constante et qu'on arrive désormais à un taux d'équipement, que ce soit smartphone ou téléphone mobile, qui est de 98% de la population de 12 ans et plus. J'essaye de zoomer un petit peu sur les différentes zones de mes diapositives. Et alors, tout de suite, j'avais envie de parler d'un phénomène qui, je vais essayer de zoomer quand même un peu plus aussi, parce que, c'est un phénomène qui apparaît, c'est que, en fait, on se rend compte maintenant que de plus en plus, les personnes, heu, je vais d'abord sur celui-ci, vont garder de plus en plus longtemps leur smartphone. En fait, c'est une tendance qui apparaît, là, où, on avait peut-être l'impression jusqu'à maintenant que, ben, on pouvait très vite renouveler, son smartphone presque, quasiment, tous les ans, dès qu'il y avait une nouvelle version et on se rend compte, que maintenant, il y a moins 15 points, c'est-à-dire, 48 des personnes qui renouvellent leur smartphone entre, moins d'un an et entre un an et 2 ans. Donc ça, c'est en baisse et de plus en plus, de personnes, plus 11 points, c'est quand même assez significatif, sur ce type, d'études, qui gardent leur téléphone, plus au-delà de 3 ans, donc entre 3, 4, jusqu'à, plus de 5 ans. Donc ça, c'est une tendance intéressante à noter parce que, jusqu'à maintenant, c'était pas forcément, les pratiques qui étaient constatées. Alors toujours sur le taux, d'équipement, donc on se rend compte que, le ça vient, corréler un petit peu, hein, ce qu'on vient de voir, juste auparavant, que, le smartphone est vraiment, l'outil, et l'appareil qui est, le plus utilisé. Puisque sur les 98 des personnes équipées de téléphones, mobiles là, ce qu'on vient de voir dans le graphique précédent, on voit que, c'est une part de 91 qui est équipée, de smartphones. Voilà. J'avais noté aussi cette donnée que, je trouvais intéressante, c'est, sur, l'utilisation, des données mobiles. Puisque, bah, on se rend compte de plus en plus que, les opérateurs offrent des quantités, de plus en plus importantes, de données mobiles dans les forfaits et on se rend compte que finalement, ben, on a, je sais pas si vous voyez le pointeur de la souris là? Si? Ouais. On a en fait, quasiment la moitié des personnes qui, n'utilisent jamais toute cette quantité de données. Voilà, donc abondance, qui n'est pas toujours vraiment, utilisée.
Sur les c'est lié, hein, tout est un peu lié de toute façon, mais entre l'équipement et les usages, là, on a une question qui a été posée, cette année par rapport, aux smartphones et par rapport aux systèmes d'exploitation qui sont utilisés et aux navigateurs qui sont utilisés. Heu, Cette question, en fait, elle était liée enfin, je pense que le système d'exploitation du smartphone, ça devait déjà être une question qui était posée et donc là, on voit que, en fait, on a, une part importante de personnes qui fonctionnent sous un système Android, mais qui est, un petit peu, légèrement en baisse. Après en regardant l'étude complète, on se rend compte que, les utilisateurs d'Apple, c'est vraiment des catégories, très ciblées, jeunes, urbains, plutôt, aisés matériellement et cetera. Donc ça, c'est voilà les détails qu'on peut consulter dans l'étude complète et cette question qui concernait, le navigateur qui est utilisé sur le smartphone. Cette question, elle a été posée parce que, depuis mars, 2024, il y a je crois que c'est une directive européenne qui s'appelle, Digital Markets Act et qui a obligé les pas les opérateurs, les ven pas les vendeurs non plus, je ne trouve pas le mot. Les personnes qui nous vendent des téléphones, les sociétés qui nous vendent des téléphones, à, offrir plus de liberté aux consommateurs, en fait et notamment à lui laisser le choix des applications qu'il pouvait, avoir sur son téléphone et notamment donc le, navigateur, qui est présent sur le téléphone. En fait, donc là, on se rend compte que, Google Chrome est le plus utilisé, sur le téléphone, suivi par Safari, donc qui va être sur Apple, ce qui est assez cohérent finalement avec les taux d'équipement qu'on a vus. Et cette étude, elle a permis de se rendre compte que finalement, la part des personnes qui vont vouloir changer de navigateur par rapport à celui qui était proposé sur leur téléphone, elle n'est pas si importante que ça. Mais en tout cas, cette possibilité existe et c'est possible de le faire, en tout cas. Sait-on suffisamment que c'est possible de le faire? Je ne sais pas, mais voilà. Alors sur hop, toujours les équipements et usages, hein, qui sont liés. Sur la fréquence de connexion à internet, quel que soit le mode et le lieu de connexion. Donc ça peut être sur le téléphone, ça peut être à la maison, voilà, là c'est sur les 2. On se rend compte que, il y a beaucoup de personnes qui se connectent, tous les jours, à internet. Donc là, c'est le graphique bleu là qui est ici, tous les jours et on arrive à une part de 94 si on additionne ceux qui se connectent un peu moins fréquemment, mais pas ceux qui se connectent jamais. Donc ça veut dire qu'on est sur 94 de personnes qui se connectent, fréquemment, sur internet. Donc il y a un taux, assez élevé. Une question qui était posée aussi, c'est par rapport à l'équipement. Là, pour le coup, je reviens un petit peu sur l'équipement. En fait, ce graphique-là, il va présenter le nombre d'appareils moyens, qui sont présents dans chaque foyer. Donc par exemple, là, sur, l'ensemble, ça veut dire que, en moyenne, dans chaque foyer, on va avoir, 9,6 appareils avec écran. Ça représente, voilà 2,8, téléphones ou smartphones, 2 téléviseurs, 1,2, tablettes, voilà, en moyenne, hein, c'est l'idée.
Et donc là, on se rend compte que le taux d'équipement, il a tendance un petit peu à baisser par rapport aux dernières années, un petit peu sur tous les appareils. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce graphique ici nous montre le taux des appareils qui sont inutilisés dans chaque foyer. Donc parmi par exemple, les 9,8 appareils qui sont présents en moyenne dans les foyers, alors actuellement, on en a 1,8 qui est inutilisé. Mais c'est vraiment en baisse sur les dernières années. Donc, pareil pour les téléphones, pareil pour un petit peu tout, en fait, tout l'équipement. Elsa, excuse-moi, Oui, ils expliquent pourquoi il y a cette baisse du nombre d'écrans. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de consoles avec écran ou bien parce qu'il n'y a pas eu de consoles récentes vendues? Ils expliquent ou pas, pas du tout? et il faudrait que je re-regarde dans le détail, mais il me semble que c'était plutôt une tendance un petit peu par rapport à ce que je montrais aussi avant, où on va garder plus longtemps les appareils. C'est un petit peu un début de sobriété un petit peu par rapport à ces appareils, en fait, qu'on va garder plus longtemps et peut-être qu'on recentre un petit peu son besoin aussi en n'achetant pas plusieurs appareils ou voilà, qui au final ne sont pas toujours utiles. Mais ça vaudrait le coup que je regarde dans l'étude s'il y a d'autres idées que celle-là, oui. Alors, donc sur l'ordinateur, là donc on fait un petit focus sur l'ordinateur. Et ben on se rend compte aussi que bah, il y avait eu une baisse hein, de l'équipement en ordinateur, donc ça pouvait être fixe ou portable, même ordinateur professionnel d'ailleurs, hein, fixe ou portable. Donc là, la courbe se coupe en deux à un moment parce que la question était posée jusqu'ici aux personnes de 18 ans et plus, et là, ça a été élargi à l'ensemble de la population de 12 ans et plus. Donc voilà, un équipement en ordinateur qui était en baisse et puis là qui fait une petite remontée cette année. Et même tendance que ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que avoir plusieurs ordinateurs, bah, c'est pareil, c'est plutôt en érosion également. Donc voilà, l'ordinateur se maintient, mais c'est pas, ne grimpe pas en flèche non plus. Pareil pour la tablette. Alors, la tablette, on avait à un moment l'impression, hop, je vais afficher les années, que la tablette, c'était vraiment l'équipement qui était vraiment en croissance, en expansion, ce qui a été le cas, hein, effectivement, dans les années 2019-2020. Et puis, bah, là, ça semble se stabiliser, en fait. Peut-être que le taux d'équipement en tablette est un petit peu en train de se stabiliser. Il semble pas, en tout cas, que ça soit une hausse massive par rapport, euh, par rapport à la tablette. Alors c'est intéressant sur certains graphiques et un petit peu sur celui-là, on se rend compte que en 2020, il y a eu une période un petit peu particulière qui a fait que certains usages se sont un petit peu modifiés. Donc là maintenant, on a quelques années de recul pour se rendre compte si est-ce que finalement ces usages qui ont eu lieu en 2020, est-ce qu'ils se sont vraiment installés ou est-ce que c'était du fait de la période que l'usage avait un petit peu changé?
Et là, on peut se poser la question, effectivement, parce que au plus haut de la tablette, hein, on est sur à peu près sur 2020 et maintenant une petite décroissance. Voilà. Cela dit, tu Oui, as une augmentation de la possession de smartphones. C'est peut-être ça aussi qui a joué. oui, 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 c'est ça, je pense. Effectivement. C'est ce que tu as Un montré tout à appareil l'heure. va prendre un petit peu le pas Le relais. sur l'autre, en fait, ouais. Ouais. Et c'est un petit peu ce que montre aussi ce graphique, parce que, alors là, la question, c'était de savoir, en fait, quels étaient les appareils qu'utilisent quotidiennement les personnes. Donc, on se rend bien compte bah, que le téléphone mobile ou smartphone, ça devient vraiment l'incontournable du quotidien, hein, avec une utilisation qui est sur 80%. Que l'ordinateur, ben, voilà, est plutôt un petit peu en baisse. Le téléphone fixe, on en a un petit peu parlé. La tablette, c'est pareil, est un petit peu aussi en stagnation, disons. Et qu'on a un nouveau phénomène depuis quelques années qui est l'enceinte connectée. Et là, on se rend compte que l'enceinte connectée, elle a progressé et elle a dépassé même l'usage du téléphone fixe. Donc c'est intéressant à noter ça en fait. Euh, voilà. Euh, et surtout, donc, c'est ce que tu disais, Laurence, hein, c'est que c'est l'utilisation finalement du smartphone qui vraiment est l'équipement qui est phare, disons. Marilyn nous dit que le smartphone aussi est plus facile à emmener partout. C'est sûr, par rapport à une tablette ou voilà, c'est vraiment l'objet qu'on a toujours sur soi, quoi, finalement. Qui n'est Et pas forcément le cas des autres. Mm. est-ce qu'ils parlent des smartphones pliants ou dépliants, là, tu sais, qui deviennent maintenant presque de la taille d'une tablette, en fait? Pas spécialement, non, non, non. Non? Ce sera peut-être, je sais pas, une question à venir Qui dans vont les arriver. prochaines années, mais Mm. pas, c'est pas spécifiquement une question à ma connaissance, en tout cas. Mm. J'aurais une question Oui. sur la population qui a été interviewée, Mm. parce que je suis un peu surprise quand même avec l'augmentation de la pauvreté, qu'on arrive à des taux pareils d'équipement. Oui, mais Euh, alors peut-être que effectivement, ça rejoint ce que tu disais, que si on doit choisir un équipement qui va servir à tout et qui est le plus utile, ça va être le smartphone et peut-être moins les autres. Non? Qu'est-ce que tu en penses? ouais, mais quand même, 80% de la population, enfin, je sais plus Mm. le chiffre en tête, c'était dans les 90% de la population qui avait un smartphone ou un téléphone portable. Mm. Quand tu sais qu'il y en a qui arrivent à peine à manger, Mais ça justement, m'interroge. je trouve que c'est intéressant de voir les choix qui sont faits par la population et à quel point finalement ça a pris une importance dans la société, à tel point que même des personnes qui parfois ont du mal à manger font le choix d'avoir un smartphone. Bah oui, parce que les démarches administratives, il faut les faire Et ben en voilà. ligne, quoi. Donc Mm. c'est pour ça que C'est étonnant, hein. ouais, c'est étonnant et en même temps ça montre tout le rôle qu'on peut avoir potentiellement en tant que bibliothécaire ou médiateur numérique auprès de la population. C'est que tout le monde en a, quoi, quels que soient les niveaux de population. Il y a Marilyn qui demande comment a été choisi le panel interrogé. Alors ça, ils le disent au début de l'étude, ils donnent le nombre de personnes qui ont été interrogées. Alors, l'enquête, c'est... Alors, 4066 personnes. Alors, ils font des échantillons, en fait, grâce à différents échantillons et modes de recueil qui ont été assemblés afin de fournir une représentation de la société française de 12 ans et plus.
Donc concrètement, je ne saurais pas trop vous dire ce que ça signifie, les modes de recueil qui ont été assemblés, mais en fait, je pense qu'ils essayent de cibler des catégories socioprofessionnelles, des personnes par âge, par sexe, etc. Et d'essayer d'en faire quelque chose qui est représentatif de l'ensemble de la société. Voilà, ce que je peux vous en dire. Je passe à la diapo suivante. Hop. Alors, la diapositive suivante, donc là, c'était l'idée de savoir comment sur ma page, comment les personnes se connectent à Internet. Donc là, ce que semble montrer ce graphique, c'est que euh, voilà, en fait, le jaune, c'est les personnes qui vont utiliser à la fois une connexion fixe, par exemple à la maison, et mobile. L'espèce de vert, bleu-vert qui est ici, c'est les personnes qui vont se connecter uniquement à Internet chez eux, à la maison. Donc, vous voyez que la part a vraiment baissé et pour arriver à 4 voilà, sur des personnes qui n'utilisent que à la maison. Et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que on a une part de plus en plus importante des personnes qui ne se connectent plus que sur un Internet mobile. Et sachant que donc cette part, elle est de 9% sur la population globale, mais en réalité, elle est de 19% chez les 18-24 et 15% chez les 25-39 ans. Et cette part-là, elle a pas mal augmenté aussi sur ces tranches d'âge-là. Donc vraiment voilà, l'Internet en mobilité et voire même qui remplace finalement l'Internet fixe à la maison. Ce qui est un petit peu confirmé par ce graphique-là qui montre le taux d'équipement en connexion Internet à la maison. Et là, on se rend compte que donc on est sur un taux qui est de 84% des personnes qui ont Internet à la maison. Mais par contre, pour le coup, ça n'est pas en hausse. Ça reste assez stable. Donc, peut-être que le fait de l'équipement smartphone, finalement, favorise l'utilisation d'Internet en mobilité et un peu moins à la maison. Alors évidemment, sur l'équipement Internet à domicile, l'étude essaye de voir un petit peu quels sont les types de connexions qui sont présentes à domicile. Et là, on voit bien que tout ce qui est fibre ou câble a beaucoup augmenté ces dernières années au détriment, bien sûr, des anciens types de connexions ADSL. Donc, a priori, peut-être des connexions plus rapides à la maison. Alors, donc tout à l'heure, on a évoqué un petit peu les enceintes connectées. Donc, c'est un appareil qui est apparu finalement assez récemment, hein, ces dernières années. Dans la première étude en 2019, on avait 9% des personnes qui possédaient une enceinte connectée de type Google Home, Amazon ou Apple HomePod. Et ce taux a vraiment pas mal augmenté pour arriver à 33 pourcents des personnes qui possèdent une enceinte connectée à domicile.
Donc ça, c'est vraiment aussi le phénomène de ces dernières années. En fait, c'est la montée de l'équipement de ces appareils. Le graphique en dessous, bah, je l'ai déjà présenté en fait. C'est un doublon avec la page de tout à l'heure. Ben, on va passer à la suite, c'est pas grave. C'est alors toute une partie qui est consacrée aux usages audiovisuels. Donc là, j'ai pas forcément trop détaillé cette partie-là parce que, il y a vraiment toute une partie de l'étude qui concerne bah, notamment les pratiques des personnes par rapport à la télévision. Je vous ai juste mis ce petit graphique qui montre que, il y a quand même 94% des foyers qui ont un poste de télévision. Et ensuite, je suis passée plus, moi, pour ma part, sur les abonnements VOD, que je trouvais intéressant pour nous. Non pas que le reste ne soit pas intéressant, mais voilà, si vous voulez aller consulter l'étude, il y a toute une partie sur est-ce que les personnes regardent la télé plus en direct ou en replay? Bon, ça reste encore beaucoup du direct. Et finalement, le replay, on se rend compte qu'il va se faire plus sur le smartphone ou sur d'autres types d'appareils. Mais voilà, là, je voulais pas trop rentrer dans ces détails-là. Ce qui me paraissait intéressant, c'est de savoir que on a quand même 56% des personnes qui ont un abonnement à une plateforme VOD. Donc ça peut être bah, la liste des les plateformes qui sont listées ici. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux la diapositive. Donc ça peut être du Netflix, Amazon, Disney+, etc. Donc 56% des personnes qui ont un abonnement à une plateforme payante. Ceci dit, on voit que c'est pas forcément en croissance, ça a l'air plutôt de stagner en fait, que d'être en croissance énorme. Après, c'est sur le nombre d'abonnements, donc 29% qui ont un abonnement et 27% qui en ont 2 ou plus. Et ça a l'air pareil de se stabiliser, sans pas de croissance particulière sur cet usage-là. Donc toujours sur les usages, là la question était de savoir bah, qu'est-ce qu'on fait avec son téléphone mobile. Donc pour 89% des personnes, c'est naviguer sur Internet. 85% utiliser des applications pour échanger des messages. 78% pour téléphoner via des applications. Donc ça, c'est vraiment aussi bah, voilà, tous des usages qui ont beaucoup augmenté. Et télécharger des applications également. Toujours sur les usages, on avait une question sur les achats en ligne. Donc là, on a vu que bah, c'est un usage qui est assez croissant hein, depuis longtemps, que bah, notamment sur la période 2020-2022, il avait beaucoup augmenté pendant la période Covid, etc. Et que en 2023, finalement, ça avait baissé. Donc, on pouvait encore se demander si la période Covid avait été finalement l'exception voilà, où l'usage n'avait pas, s'était pas ancré. Et là, finalement, on a un petit peu la réponse cette année puisqu'on voit que ça repart à la hausse. Alors, pas tout à fait du niveau de 2021, 2020, mais quasiment, enfin quasiment quoi. Donc là, ça a été rapporté à l'utilisation du smartphone et selon l'âge, je vais zoomer un peu parce que je me rends compte que peut-être vous y voyez moins bien que moi. Elsa, Hop. j'ai bien Oui, lu oui. sur le temps passé devant les écrans. Les chiffres que tu as donnés, c'est pour un usage perso, Mince. c'est hors usage pro. Ah, c'est une bonne question. Alors Je ça, crois que c'est dans ton titre, tu peux revoir. alors attends, parce que du coup, la force de zoomer, ça, voilà.
Pour l'usage personnel, Ouais. oui, 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 effectivement. Ça n'inclut pas le temps qu'on passe au travail devant un écran potentiellement, quoi. Donc, si tu ajoutes le temps de travail de la Oui, semaine, ça fait un chiffre rondelet, hein, quand oui, même. oui. Euh, donc là, ça a été rapporté au smartphone et selon l'âge. Et là, on se rend compte que quand même, alors selon la couleur, vous voyez, c'est de plus en plus. Là, on est sur la tranche d'âge des 12-17 et on va avoir 42% qui passent donc 15 à 35 heures, de 2 à 5 heures par jour sur le smartphone, plus les 9% qui sont des plus gros consommateurs encore. Donc ça représente voilà, plus de 50%. Même au niveau des 12-17. Et alors, une question qui est intéressante aussi, il me semble qu'elle est nouvelle dans l'étude, qu'elle n'était pas posée avant, c'est le regard porté sur le temps passé devant les écrans. Et on se rend compte que et finalement, il y a 42% des gens qui estiment passer trop de temps, voire même beaucoup trop de temps, devant les écrans. Et ça, je ne l'ai peut-être pas mis sur ma diapositive, mais on se rend compte que parmi les personnes qui estiment passer trop ou beaucoup trop de temps, il y a beaucoup de personnes qui passent du temps sur les réseaux sociaux. En fait, c'est le temps passé sur les réseaux sociaux, il semblerait, que les personnes estiment et se rendent compte que en fait, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc, il y a un regard et une lucidité quand même par rapport au temps passé. Voilà, des petites questions après sur l'intelligence artificielle, donc où on se rend compte que bah, le fait d'avoir été confronté à l'intelligence artificielle ou d'avoir fait appel à l'intelligence artificielle euh, est en augmentation, hein, que ce soit dans la vie professionnelle ici, dans la vie privée ou au total les deux. Euh, Avec une méfiance qui reste importante pour 56% des personnes qui font plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à l'intelligence artificielle. Et parmi les craintes qui sont les plus relevées ou le manque de confiance, c'est la crainte par rapport à l'emploi. L'idée que l'intelligence artificielle pourrait à un moment donné menacer l'emploi. Alors ensuite, une question sur la perception du numérique. Donc c'est une note plutôt positive puisque c'est un chiffre qui est augmenté et 67% des personnes interrogées estiment que le numérique est plutôt là pour leur faciliter la vie quotidienne. Donc même effet inverse, hein, du coup, il y a plus que, ou alors encore 11% qui estiment que ça leur complique plutôt la vie. Et parmi, ben, pourquoi est-ce que ça complique? Et ben parce que ben, parfois on ne maîtrise pas suffisamment l'outil informatique, bien que ça soit un petit peu en baisse. Qu'on a un équipement mais qui n'est pas au top. Euh, Ça, c'est une des possibilités aussi pour 11%. Que l'accès Internet, bah, soit on n'y a pas accès, soit il est pas performant ou d'accès un petit peu, voilà, un petit peu compliqué. Et bah, il reste quand même des gens qui n'ont pas forcément l'équipement pour se connecter à Internet. Mais donc 62% qui ne rencontrent pas de difficultés ou de freins particuliers à à l'utilisation d'Internet. Parmi les craintes, du coup, mais formulées un petit peu autrement, euh,
il y a une vraie peur par rapport aux données personnelles, de se faire voler des données personnelles, par exemple, des choses comme ça. Pour 19%, bah, d'être victime d'une arnaque. Aussi de faire une erreur, de la peur de mal manipuler les choses et de faire une erreur. Et puis, bah, voilà, d'être un peu, un petit peu, comment dire, pas très confiant sur voilà, sur ses compétences. Donc, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même une sensibilisation du coup sur les données personnelles où voilà, les personnes sont conscientes d'un risque par rapport aux données personnelles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne mettent pas en œuvre des choses pour l'éviter, hein, mais voilà, il y a quand même une conscience de ce risque-là. Il n'y avait rien sur l'usurpation d'identité? Bah, à mon avis, ça doit être C'est un petit compris peu dedans? ouais, D'accord. je dirais dans celui-ci, ouais, ouais. Ouais. Question sur les démarches administratives qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, que, que ce soit sur la population totale ou population qui est déjà bien familière avec Internet, on a voilà, un taux assez élevé de personnes qui font leurs démarches sur Internet, mais bon, sachant que des fois, on n'a pas forcément le choix, donc c'est pas très étonnant que ce chiffre soit assez haut finalement, parce que beaucoup de démarches se font en mode dématérialisé de nos jours. Et parmi les difficultés qui sont rencontrées quand on réalise une démarche administrative en ligne, pour 44% de la population, et ben, ça va être la peur de se tromper. euh, le site internet n'est pas bien conçu, donc ça veut dire qu'on s'y retrouve pas, j'imagine, et que on ne sait pas trop comment faire. Ne pas comprendre ce qui est demandé, et puis ce qu'on retrouvait tout à l'heure aussi, ne pas se sentir suffisamment compétent. Alors, ça aussi, c'est intéressant de noter que voilà, pour 4% des personnes, c'est la difficulté aussi à s'exprimer à l'écrit. Et pour 2% aussi, difficulté à lire ce qui est demandé. Et du coup, forcément, à utiliser le service. Je vois que le temps avance, mais j'ai bientôt fini. Sur ces fameuses démarches, donc, on se rend compte que on a 42% de la population qui a bénéficié ou le souhaiterait bénéficier d'un accompagnement. 57% n'ont pas besoin, mais 42% aimeraient ou l'ont fait. Et parmi les lieux qui sont cités hop, pour un accompagnement aux démarches, c'est d'abord un lieu associatif pour 27%. Ensuite, un peu plus dans la sphère privée, au domicile ou voire sur le lieu de travail. Et ensuite sont cités donc mairie ou intercommunalité et bibliothèque, médiathèque, seulement pour 8%. Et viennent ensuite les services publics, France Travail, Pôle emploi, etc. et une plateforme en ligne. Ah, Et pour les la fin, livres. voilà, je vous ai mis une petite diapo sur une question par rapport au livre numérique, où on se rend compte que la lecture de livres numériques a l'air d'être plutôt stable, disons, que en grande explosion. Donc 36% de la population lit déjà des livres sur écran numérique ou le fera probablement dans l'avenir, 18%. Proportion était la même en 2020. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de... Mais il euh, le rapporte au nombre de lecteurs ou pas? Alors, ensemble de la population. Ah ouais. Mm. Donc ce serait bien de savoir combien de pourcents de la population lit. Alors, exactement, tu m'offres une transition, c'est formidable, Oh, Laurence, je te pardon, remercie. bah, je savais pas. Ben non, mais pas pardon, au contraire. C'est que là, voilà, on n'aura pas forcément le temps
de se pencher sur cette enquête-là, mais je voulais attirer votre attention sur le fait que on a le baromètre des Français et de la lecture qui est paru aussi à peu près dans le même temps que les usages du numérique, il me semble, ou un petit peu après, au mois d'avril de cette année. L'étude a été faite au début de l'année 2025. 52 Et pages. ouais. Ouais. Et dans cette étude, vous allez retrouver justement tous les résultats qui vont concerner la lecture en général et aussi la lecture numérique et qui va converger aussi sur quel support on lit, etc., du livre numérique. Donc, je ne vais peut-être pas me lancer à vous montrer, bon, à la Ouais, limite, mais la première tu- diapo où on voit que la lecture a plutôt tendance à baisser. Mais, voilà, il y a cette étude-là qui est intéressante aussi à croiser un petit peu avec le baromètre du numérique pour avoir une vue aussi sur ce qui se passe en matière de lecture par rapport au numérique et à la lecture en général d'ailleurs. est-ce que Parce que- tu as vu s'ils sont toujours... on avait vu les dernières années qu'il y avait une augmentation de ceux qui lisent du papier, du numérique, enfin qui mangent un peu dans toutes les catégories. Oui, Ouais, 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 ça je vois ce que tu continue veux dire. à évoluer, tout format confondu. Voilà, c'est ça ce que tu disais, en fait, c'est 21% Voilà. qui lisent les deux, du papier et du numérique. Ah, les exclusifs numériques, ça n'a pas tellement augmenté finalement. Non, l'exclusif numérique, c'est toujours resté vraiment assez à la marge par rapport Ouais. Et les grands finalement au mix lectures, des deux. et t'as vu les grands lectures, C'est les 20 grands livres et lecteurs, plus. ouais, bah, ça a encore baissé, hein. Oui, c'était plus que ça avant, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, Ouais. 20 livres et plus. Donc voilà, Bibliothécaire. n'hésitez pas à aller fouiller dans ce baromètre-là aussi, qui est intéressant. Et puis effectivement, donc le baromètre complet que je viens de vous présenter, c'est ça, hein, c'est le baromètre du numérique qui fait 330 pages. C'est sur le site du CNL Mm. hein, que vous trouvez le baromètre de la lecture avec pareil une infographie, hein, comme sur l'autre, une synthèse et le rapport complet qui est disponible. Et dedans, tu as des données sur l'un ou sur l'autre, sur les films, parce que tu nous as montré qu'il y avait peut-être un petit peu moins dans la première étude, il y avait des choses sur la VOD, Mm. mais plus largement, on a une étude sur bah, la lecture de films, je sais pas comment dire, le visionnage de films. Oui, mais alors peut-être plus du point de vue, est-ce que les gens vont regarder en direct sur la télé Ouais. ou en replay, ou plus par rapport à comment ou sur quel support, et pas tant si c'était ta question par rapport au type de film ou des choses Non, comme non, ça, je non, crois pas. c'était Ouais, plus ce que tu viens de dire. d'accord, Si oui, oui. c'était plus la Oui, VOD, plus la télé, parce que je crois que la télé, c'est plutôt en recul par rapport à la VOD et au replay, il mais me pas tant que semble, hein. ça en fait. Non? Peut-être un petit peu, mais pas. Ça D'accord. reste, ça reste quand même assez ancré. Mais bon, à vérifier dans l'étude complète parce Bon, qu'effectivement, il y a toute une partie dessus qui est intéressante aussi. Il y a pareil sur la radio, c'est le même phénomène que sur la radio, où sur la radio, on va l'écouter en direct encore beaucoup. Ça reste aussi très ancré, mais il y a les podcasts, les rediffusions, etc., qui sont aussi un petit peu en augmentation et qui implique qu'on ne va pas regarder ou écouter sur le même type d'appareil ou de la même manière non plus. Donc, enfin voilà, c'est très. Il y a plein de choses. peut-être un mot de la fin, Elsa, sur pourquoi on vous montre de tels chiffres. Bah, pour moi, c'est un peu ce que je disais au début, c'est que c'est intéressant pour nous de voir quelles sont les tendances, quels sont les usages, surtout quand on propose des ressources en ligne ou des services en ligne, et voilà, de sentir un petit peu comment tourne le vent pour aussi nous orienter Bah, nos notre offres offre. ou Mm. voilà, nos services, quoi.
Moi, je dirais Ouais. aux collègues, vous avez vu comme l'usage du smartphone augmente, donc il est plus que nécessaire d'aller voir comment votre portail de bibliothèque réagit sur smartphone, parce que vraiment, c'est un usage qui augmente de plus en plus. Et oui, et puis aussi de ne pas hésiter, je me permets de rebondir sur le fait que nous, les ressources numériques qu'on propose, elles ont quasiment toutes une application Mm. pour smartphone aussi. Donc voilà, c'est aussi en voyant les usages et ce type d'études que ça nous permet de mettre en avant ce type d'offre. Et s'il n'y a pas d'autres Pardon. questions, je pense qu'on va tout doucettement clôturer la séance. Et puis on se retrouve en décembre pour partager nos coups de cœur, nos astuces, enfin, voilà, pour revenir au cœur même des ressources en ligne. Merci à vous Et et à à bientôt. bientôt. À Merci bientôt. à vous, À au bientôt. revoir. Au Merci. revoir.